Bon, bonsoir à tous. Hum, Aujourd'hui, on va regarder les nouveautés en ce qui concerne la Power Platform. Moi, c'est Donald Gongan, consultant Data and Business Solutions chez SC Digital. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au plan de notre présentation. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir concrètement? J'imagine qu'ici, tout le monde n'est pas familier à la Power Platform, donc du coup, on va prendre un petit moment pour rappeler pourquoi la Power Platform et quels sont ses bienfaits. Ensuite, nous allons passer à l'intégration de Power BI et de Teams. Et enfin, nous allons voir comment déployer le centre d'excellence Power Platform dans son organisation. OK. Pourquoi la Power Platform? La première des choses qu'il faut remarquer en ce qui concerne la Power Platform, c'est son champ d'application. À l'intérieur de la Power Platform, on a plusieurs briques, à savoir Power Apps, Power Page, Power Automate et bien d'autres. Cette plateforme nous permet d'automatiser nos propres tâches, de faire la refonte ou la création des applications critiques pour l'entreprise. Parce que le challenge aussi, c'est qu'au fur et à mesure que la technologie avance, il devient de plus en plus difficile de suivre le rythme. Alors, Microsoft a donc mis cette plateforme-là pour pouvoir moderniser notre système d'information. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pour booster l'innovation. Parce que l'un des avantages aussi de la Power Platform, c'est que c'est pas seulement les purs développeurs, c'est-à-dire ceux qui ont le background technique, qui peuvent s'y frotter. À travers une vraie formation, on peut remarquer que quelqu'un qui fait partie des métiers peut développer un flow, par exemple, pour automatiser le remplissage de sa fiche Excel. D'accord? La troisième des choses, c'est, et la plus importante pour moi, c'est que c'est juste Microsoft. Dans la mesure où la plupart, ou alors en majorité, les entreprises qui achètent des licences Microsoft ne les utilisent pas assez. Et ça, c'est le gros problème. Dans la mesure où, rien qu'avec une licence Microsoft basique, on a droit à la Power Platform. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire que vous achetez une licence, ça génère un coût. Mais maintenant, en termes de valeur ajoutée, en termes de retour sur investissement, cela n'est pas maximisé. Et enfin, l'unification des SI. Dans la mesure où, étant donné que ce n'est pas juste une seule brique, à l'intérieur de la plateforme, on a beaucoup de choses qu'on va voir tout à l'heure, ce qui nous permet au final d'unifier notre système d'information. OK. Ensuite, regardons maintenant de quoi est constituée la Power Platform de Microsoft. Alors, premièrement, on a Power Apps qui nous permet de créer des applications. C'est-à-dire, les applications que l'on crée avec Power Apps, ce sont des applications métiers qui peuvent s'intégrer parfaitement dans notre système d'information. C'est-à-dire, on peut construire rapidement une application de gestion des congés que l'on peut intégrer dans notre environnement Teams, que n'importe qui peut avoir accès sur son téléphone et qui peut fonctionner en mode hors ligne. Ça, c'est la particularité de Power Apps. Ensuite, une fois que l'application a été mise sur pied, il faut maintenant la connecter au reste du système d'information. D'où intervient maintenant Power Automate. Parce que c'est Power Automate qui crée le lien entre les applications développées sur Power Apps avec le reste de notre système d'information. Maintenant, une fois que l'on a créé l'application et on l'a connectée à notre SI, il est maintenant question de gérer la donnée que tout cela produit. Parce que le flux transactionnel que l'on a dans notre application, ça génère énormément de données. Alors, il faut bien que l'on recueille toutes ces données-là et qu'on puisse les exploiter pour monter de la valeur, pour générer de la valeur en entreprise. En dehors de ça, nous avons Power Virtual Agent. Power Virtual Agent, en fait, c'est pour les chatbots. C'est-à-dire, généralement, il est utilisé pour ceux qui font ceux qui veulent gérer le service client. Vous pouvez créer un chatbot, le connecter à votre site Internet
Et c'est lui qui va répondre au client, c'est lui qui va reprendre toutes les requêtes clients. Nous avons ensuite PowerPage. PowerPage, c'est pour construire les sites vitrines, les sites vitrines de l'entreprise. Et enfin, nous avons Dataverse. Dataverse, c'est la solution de données cloud conçue par Microsoft qui s'intègre parfaitement avec Dynamics et la Power Platform. Donc là, ces 6 blocs-ci représentent la Power Platform. OK. Maintenant, si on regarde quels sont les bénéfices de déployer cette solution en entreprise. Bon, j'ai déployé, c'est un peu exagéré parce que une fois qu'on a déjà la licence Microsoft, ça stipule qu'on a accès à Power Platform. Déjà, en termes de réduction des coûts, le plus gros challenge qu'on a avec des solutions conçues de zéro, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on doit faire et cela prend beaucoup de temps. D'accord? Alors, avec la Power Platform, ce qu'on fait, c'est qu'on part de l'existant. C'est-à-dire, le client, il a déjà une licence Microsoft, que ce soit Basics ou bien E3. On peut déjà construire des solutions sur son tenant pour permettre de faire grandir son SI. D'autre part, nous avons la réduction de la dette technique. C'est clair que si on part d'un développement de zéro et qu'on part d'un développement cloud avec certains bouts de solutions déjà préfabriqués, on a beaucoup moins de dettes techniques. Ensuite, moderniser au fur et à mesure. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Microsoft accorde une attention très particulière à ce qu'est à l'évolution de cette plateforme-ci, dans la mesure où chaque année, il y a des évolutions qui sont apportées. Je prends un exemple, l'application Canvas App qui a été développée il y a 2 ans n'est pas la même qui sera développée aujourd'hui. Parce que non seulement les contrôles, le niveau de sécurité, de gouvernance qu'on met derrière, c'est plus la même chose. Le retour sur investissement. Et ça, c'est un point vraiment important quand on parle de low-code aujourd'hui et quand on parle de digitalisation, c'est qu'il faut essayer de mesurer le retour sur investissement. Alors, le retour sur investissement ici est très intéressant dans la mesure où on parle déjà de ce que le client a, de ce que l'entreprise a comme existant. Est-ce qu'ils ont une licence qui peut nous permettre de créer des workflows, de créer des applications? Oui. Auquel cas, on essaie de discuter avec les métiers et on essaie de rassembler l'ensemble des use cases. Et vous convenez avec moi que dès lors que cela est fait, il devient facile de grandir, de faire évoluer le SI. Contrairement à une autre solution tierce que l'on va aller prendre de côté et qu'on va aller déployer. Là, on part déjà de ce que le client a et on essaie d'avancer avec. Ça, c'est le but de la Power Platform. Ensuite, accélérer l'innovation. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'un background IT pour créer un workflow sur Power Automate. Pour essayer de créer un flow qui va gérer vos mails. Améliorer la sécurité et la gouvernance. Oui, dans la mesure où ces derniers temps, Microsoft a mis l'accent sur la gouvernance des applications et des différents flows créés depuis la Power Platform. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, avec Power Automate, on peut être connecté à plus de 1000 systèmes. Parce qu'aujourd'hui, dans la bibliothèque Power Automate, on a plus de 1000 connecteurs. Maintenant, au niveau de la DSI ou alors au niveau des responsables IT, on peut se dire que pour notre sécurité, tous ceux qui développent des applications avec Power Platform ne doivent pas utiliser le connecteur HTTPS, par exemple. Ça, c'est une mesure de sécurité. Autre chose, c'est l'intégration SI. Bien évidemment, tout ce qui est conçu depuis Power Platform s'intègre tout à fait très bien avec tout ce qui est Microsoft 365, Teams, et on va voir ça tout à l'heure. Et ça nous donne aussi la possibilité d'innover à faible coût.
OK. Maintenant, regardons les nouveautés en termes de Power Apps. Déjà précédemment, il était très difficile de construire des applications mobiles avec Power Apps parce que il n'y avait pas ce qu'on appelle le responsive by design. C'est-à-dire, il fallait concevoir ton application desktop et ensuite essayer de l'adapter à ton mobile. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, si on regarde cette application de demande de sortie, dès la création de l'application de demande de sortie, on peut déjà tester si comment est-ce que ça va réagir sur le téléphone de l'utilisateur. Et là, c'est très important parce que pour ceux qui connaissent un peu le développement, c'est un gain de temps énorme. Autre chose, c'est le fonctionnement hors ligne. C'est-à-dire, on peut construire une application aujourd'hui qui n'a pas besoin de connexion pour fonctionner. Il y a des employés qui sont dans l'usine ou alors il y a des employés qui sont peut-être en intervention sur le terrain et il n'y a pas de connexion. Ils ont besoin de se connecter à l'application, prendre des photos, prendre des images et charger dans le système. Là, le mode hors ligne survient. Ensuite, côté Power Automate, on a le process mining. En fait, le process mining, c'est quoi? C'est que on construit une solution sur Power Automate qui va écouter tout votre système d'information. C'est-à-dire, on va recueillir les logs. À partir de ces logs, on va essayer de regarder où est-ce que ça bloque au niveau de nos différents processus. Si on prend un exemple, on peut se dire, OK, prenons le processus de recrutement ou alors le processus de réponse à un appel d'offres. On peut se dire OK, notre cible, c'est de répondre à un appel d'offres en maximum 2, 3 jours ou alors 4 jours, dis n'importe quoi. Pour certains styles d'appel d'offres. Maintenant, en récupérant les données et les logs de notre SI et en construisant ces différents workflows, on aura la possibilité de savoir exactement qui est-ce qui a fait quoi et ça a pris combien de temps. Ça nous permet très rapidement de repérer où est-ce qu'on perd le temps dans l'exécution de nos processus et où est-ce qu'on gagne du temps. Comment est-ce qu'on doit améliorer. Ça, c'est vraiment très important quand on veut mesurer la performance d'un processus. Nous allons maintenant passer à l'intégration de Power BI et de Teams. Du coup, je vais rapidement ouvrir le Power BI. D'accord. OK. Si vous voyez toujours mon écran. OK. Euh, Là, par exemple, nous avons un Power BI. Comme je l'ai dit précédemment, Power BI, c'est la solution qui nous permet de comprendre nos données, c'est-à-dire de générer de la plus-value avec des données produites par notre SI. Alors, là, à l'écran, nous avons un rapport que j'ai conçu en fait pour ce webinaire. Une fois qu'on a conçu ce rapport, maintenant on se pose la question de comment est-ce qu'on partage l'information, comment est-ce qu'on gère les accès au rapport qui a été généré. Microsoft a donc pensé à intégrer Power BI à Teams. Et c'est une fonctionnalité vraiment très intéressante dans la mesure où on peut créer un channel Teams dans lequel on intègre notre Power BI et des membres des équipes s'abonnent à ce rapport-ci. Donc, chaque fois qu'il y aura des modifications sur ce rapport, tout le monde sera informé. Si je clique par exemple sur converser dans Teams, partager, on va d'abord dire partager. Je vais partager à merveille. Le temps que ça charge. OK.
Là, sur cet écran, on a la possibilité de choisir où est-ce qu'on veut déployer notre rapport. Est-ce qu'on veut l'envoyer à une personne? Est-ce qu'on veut le mettre dans un groupe? OK. Si je prends par exemple ici Merveille, je prends Merveille, OK, et je fais partager. D'accord? OK. Là, le lien a été partagé et on va voir comment est-ce que ça s'affiche dans Teams et quelles sont les options qu'on peut avoir en termes d'accessibilité depuis Microsoft Teams. OK. Donc, je regarde rapidement Teams. OK. OK. Voilà le lien du rapport que je viens de partager. Ici, Merveille, de son côté, aura la possibilité de s'abonner à ce rapport-là. D'accord? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura des modifications sur ce rapport, elle aura une notification qui va dire, oh, OK, il y a une mise à jour, il y a des mises à jour sur ce rapport-ci. Là, c'est très important dans la mesure où l'utilisateur n'a plus besoin d'aller sur Power BI Service pour consulter ses rapports. Il n'a plus besoin de faire un screenshot de ses rapports et de l'envoyer à un collaborateur. Là, directement, les métiers peuvent partager les différents rapports avec les décideurs, par exemple. Et une fonctionnalité encore très importante, c'est que sur cet onglet, si je clique sur plus, j'ai la possibilité d'ajouter Power BI. Et quand je clique dessus, là, j'ai la possibilité de sauvegarder. Et on va voir ce que ça amène comme plus-value. OK. Là, ce qu'il me demande maintenant de faire, c'est de choisir le rapport que je vais épingler dans nos discussions. Ici, je veux directement dire que je veux fouiller mon espace de travail et sélectionner le même rapport que je viens de partager avec Merveille. Démo, je fais Add. Super. Du coup, là, Merveille a la possibilité, en rentrant dans notre chat, d'accéder directement au Power BI. D'accord? Ça peut ne pas être une conversation, ça peut être une équipe, ça peut être un channel qu'on a peut-être appelé suivi des finances de l'entreprise, rapport sur la finance de l'entreprise. On a joint ce rapport-ci. D'accord? Là, tous les décideurs pourront venir chaque matin, juste cliquer sur cet onglet et consulter les rapports. Vous voyez comment on est quitté d'avoir le lien d'un rapport, aller sur Power BI Service pour pouvoir le consulter, ou alors avoir juste une capture d'écran. Là, ça devient très pratique en termes d'accessibilité. Et vous remarquez avec moi que même si je partage dans Teams, il faut bien que la personne ait accès au rapport pour pouvoir consulter. Si cette personne n'a pas accès au rapport, la personne ne pourra pas consulter. OK. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous en termes d'intégration entre Teams et Power BI. Il y en a encore plus, c'est-à-dire, on peut intégrer Power Apps et Power BI, mais ça, justement, ça fera l'objet d'un autre webinaire. Super. Maintenant, si on revient au diapo. Rapidement. Maintenant, une fois que l'on a présenté la Power Platform et les différents avantages qui vont avec, il est maintenant question de savoir quelle est la démarche à suivre, quelles sont les bonnes pratiques. Et ce que Microsoft recommande dans la matière, c'est le déploiement de ce qu'ils appellent le centre d'excellence Power Platform. C'est quoi le centre d'excellence Power Platform? En fait, le centre d'excellence Power Platform signifie investir et favoriser la croissance organique tout en maintenant la gouvernance et le contrôle.
En fait, pour beaucoup, le centre d'excellence pour les plateformes, c'est la première étape pour favoriser une plus grande créativité et innovation au sein de l'organisation. Un des principes clés du centre d'excellence, c'est de définir clairement quelles sont vos attentes dès le départ. Qu'est-ce que l'on veut atteindre en déployant la Power Platform dans notre organisation? Est-ce qu'on veut atteindre des objectifs en termes de digitalisation? Est-ce qu'on veut atteindre les objectifs commerciaux? Est-ce qu'on veut déployer la Power Platform au niveau des départements ou alors c'est dans toute l'organisation? Ça, ce sont des objectifs que l'on devra se fixer au départ. D'accord? Ensuite, quelles sont les parties prenantes au centre d'excellence? On a les métiers, ensuite on a les équipes IT, on a la gestion du cycle de vie. Parce que une fois qu'une application est créée ou un workflow est créé sur le cloud, c'est la ressource qui est consommée. Et ça demande qu'il faut qu'on gère le cycle de vie. Est-ce que l'application qui a été créée par les équipes IT ou par un métier est toujours utilisée? Si oui, quelles sont ses statistiques d'utilisation? Si cette application n'est pas utilisée, est-ce qu'il faut la supprimer ou alors est-ce qu'il faut l'améliorer? Ça, c'est la gestion du cycle de vie. Ensuite, le support et la formation. C'est vrai qu'il ne faut pas nécessairement un background IT pour le faire, mais ça nécessite un bon nombre de documentation, beaucoup de lectures pour pouvoir faire des applications assez simples, quoi, avec la Power Platform. Ensuite, un point très important sur lequel il faut insister, c'est la sécurité et la gouvernance. C'est bien de déployer des applications dans notre système d'information. C'est bien de construire des workflows pour nous aider à automatiser nos tâches. C'est bien de générer des rapports, mais c'est encore mieux de les sécuriser et de les gouverner. C'est-à-dire savoir qui fait quoi, à quel moment telle application a été déployée en production et par qui. Quels sont les connecteurs que cette application utilise? Ça regarde quelle source de données. D'accord? Et il y a un point très important qu'on appelle le data loss prevention. Et pour, pour mettre ça en place, Microsoft a déployé ce qu'ils appellent le Center of Excellence Starter Kit. C'est-à-dire, c'est une solution de départ qui vous permet de contrôler le niveau de sécurité et de gouvernance dès le départ pour ne pas construire des applications et après penser à la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un élément majeur du monde de l'informatique. Il ne faut pas construire et à la fin, on se rend compte que, oh, j'ai utilisé tel connecteur et ça a ouvert tel port dans notre SI. Donc, ça, c'est très important à prendre en compte quand on veut déployer ces solutions-là. Maintenant, quelle est la démarche? Comment on peut mettre en place le centre d'excellence? Un centre d'excellence, c'est pas grand-chose au départ. Ça dépend de la maturité du système d'information de votre organisation. On pourrait commencer simplement avec une seule personne en utilisant les outils fournis et les meilleures pratiques pour avoir une vue de leur adoption de Microsoft Power Platform dans l'organisation. Ensuite, une fois qu'on a testé avec un processus, on a testé, on a déployé un workflow, maintenant on peut avancer, d'accord? Tout en gardant à l'esprit qu'il faut toujours une dose de formation pour les équipes métiers. Il faudra une petite équipe qui sera censée gérer le support, d'accord? Donc, ce que nous vous encourageons de faire, c'est comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre parcours d'adoption de M365. D'accord? Et une fois que vous avez essayé de faire cette analyse-là, maintenant, investir en conséquence. Se dire, OK, j'ai mon système, j'ai ma licence que j'ai dépensée pour acheter. Maintenant, comment est-ce que je me projette? Qu'est-ce que je veux dans mon SI? Qu'est-ce qui manque dans mon SI? Et avec l'existant, on peut essayer de construire dessus. Autre chose, c'est la stratégie.
On a vu tout à l'heure la démarche, mais comment est-ce qu'on met cette démarche en place de façon concrète? La première des choses, comme vous pouvez le constater ici, c'est la sécurité. Première des choses qu'il faut établir, c'est quelles sont les données que notre système va utiliser pour tourner. Je prends l'exemple d'une application de gestion de sortie qu'on va voir tout à l'heure. L'application de gestion de sortie, qui a accès à cette application? Quelles sont les sources de données auxquelles cette application a accès? Et une fois que l'on a établi cela, la deuxième étape, c'est de convaincre. En fournissant un espace communautaire, ça peut être Teams, avec une collection de liens permettant aux gens de commencer leur apprentissage, c'est-à-dire augmenter le niveau de culture IT de l'organisation en général, parce que cela favorise aussi l'innovation. Et là, c'est un point où SC Digital, justement, est aussi engagé dans la mesure où notre rôle aussi, c'est de vous accompagner dans ce processus de transformation-là, en essayant de vous éduquer sur quelle est la solution qui peut marcher dépendamment de votre maturité, quelle est la solution qu'il vous faut implémenter pour arriver à l'atteinte de vos objectifs. Le troisième point que l'on a, c'est la surveillance. Voir l'utilisation des applications. Quelles sont les applications qui sont utilisées? Une des choses très importantes avec les applications Power Apps, c'est qu'elles s'intègrent très facilement à l'univers Azure. C'est-à-dire, on a des rapports de façon mensuelle sur le niveau d'utilisation des applications, sur quel périphérique, sur quel terminal l'application est utilisée. Est-ce que c'est sur mobile? Est-ce que c'est sur le web? D'accord? Tout cela nous permet donc de définir au final, est-ce que cette application qui a été créée génère de la valeur? Parce que si les utilisateurs ne l'utilisent pas, c'est que forcément il y a un problème. Du coup, il faut vraiment faire très attention à la surveillance une fois qu'on a déployé des applications, des workflows en ligne. Enfin, il faut évoluer. Ce qui est très important, c'est que ce n'est pas une plateforme qui stagne. Une fois qu'on a déployé un workflow et que ça marche, maintenant on peut évaluer comment est-ce qu'on évolue par rapport à ça. Et ce que on conseille souvent de faire à ST Digital, c'est de commencer par des quick wins. C'est-à-dire que vous prenez un processus, d'accord? Un processus qui est assez simple. Ça peut être la gestion des notes de frais, ça peut être la gestion des sorties, demandes de congés. Et vous essayez de l'implémenter. Une fois que ça marche, maintenant, vous pouvez voir comment évoluer et en capitalisant sur les erreurs qui ont été commises lors du premier déploiement. Ça, c'est l'évolution. Ensuite, quelle est la finalité d'installer de déployer le centre d'excellence Power Platform dans mon organisation? La première des choses, c'est qu'on observe très rapidement une réduction des coûts de l'ordre de 70%, dans la mesure où j'ai besoin d'une seule licence pour construire pratiquement mon SI. Quand je parle de SI, je ne parle pas forcément de toutes les applications, d'accord, mais la majeure partie des processus propres à certaines entreprises peuvent être implémentés. Et si j'ai besoin d'une seule licence pour le faire, et que la licence, en l'occurrence, je l'ai déjà, alors je me rends compte que j'ai plus besoin d'acheter une autre licence. J'ai plus besoin d'aller chez un tiers pour acheter une licence pour déployer une solution dans mon SI. Ce dont j'ai besoin, c'est juste des connaissances ou alors de contacter, n'est-ce pas, les gens qui ont cette technique-là, des organisations qui ont cette technique-là pour pouvoir réaliser ça pour moi. Et là, on observe vraiment une réduction des coûts à ce niveau-là. Tous les frais annexes, comme la maintenance et les services associés, voient leur coût sensiblement diminuer. Parce que vu que nous sommes dans une seule plateforme, en fait, la gestion et le monitoring de ces applications-là devient beaucoup plus aisé. Les Power Apps ont accru la sécurité et la fiabilité des opérations ainsi que la performance des utilisateurs en dématérialisant
et automatisant les tâches. Là, c'est assez clair parce que la digitalisation, ceci de particulier, c'est que ça limite aussi le risque d'erreur. Si on déploie un système qui vous permet d'automatiser, par exemple, euh, je reçois une facture et je veux suivre la facture. Un exemple qui est souvent très courant, c'est que on a des équipes commerciales ou opérationnelles qui sont censées gérer le cycle de vie euh, des contrats. Alors, j'ai un contrat qui arrive, qui a été signé par exemple pour 6 mois, et j'ai besoin d'une solution qui va me permettre de notifier sur la fin du contrat, peut-être 2 semaines avant. D'accord? Alors, ce que je fais ayant implémenté le centre d'excellence, c'est que je me rapproche vers les IT. Les IT, ce qu'ils auront besoin de savoir, c'est que, OK, quand est-ce que tu auras besoin que le système ou alors le workflow qu'on va déployer te notifie sur l'arrêt de la facture? Est-ce qu'il y aura des actions commerciales qui vont suivre? Si oui, qui est-ce qui doit valider de, de, de la faisabilité de ces actions commerciales-là? Qui est-ce qui est censé suivre pour vérifier que ces actions commerciales-là ont été effectivement effectuées? D'accord? Ce qui se passe, c'est qu'il est très facile avec la Power Platform de construire une solution qui va prendre les factures, extraire les données des factures et les charger dans une base de données. Ça peut être du SharePoint ou alors ça peut être du Dataverse. Ensuite, il y a un workflow qui va tourner derrière et rappeler, soit par mail, soit par notification, dépendamment du template qu'on aura mis derrière, aux opérations que tiens. Le contrat avec telle entreprise, avec ST Digital, finit dans 2 semaines. D'accord? Voici les actions commerciales que tu es censé faire. Et ça, avec votre application Canvas App, le manager peut très bien les suivre. Du coup, on observe déjà une augmentation globale du niveau de performance et une diminution du risque d'erreur. Ça aussi, c'est la particularité de Power Apps et de la Power Platform en général. Avec ça, en moins de 3 mois, généralement, on observe la plus-value. Parce que non seulement, comme je l'ai dit au début, l'application est déployée sur votre système, comme Power BI, on peut intégrer Power Apps dans Teams. Power Apps aussi, c'est possible de l'intégrer, de le développer pour mobile. C'est-à-dire, au final, on se rend compte qu'une tâche, si on prend le suivi des comptes, une tâche qui prenait à l'équipe des opérations, à l'équipe commerciale, 7 heures par jour, est revenue tout simplement, je vais dire quoi, 10 minutes. Et en termes de retour sur investissement, un employé qui fait de moins en moins les tâches répétitives est plus disponible pour faire les tâches générant une forte valeur ajoutée. D'accord? D'où l'impact au niveau du retour sur investissement. Je tiens à rappeler que ça, c'est une recherche menée par le cabinet Forrester qui a essayé de voir comment est-ce que les organisations capitalisent sur le potentiel de la Power Platform. Maintenant, avant de passer à la démo de notre application de gestion de demande de sortie, je vais vous laisser là quelques cas d'utilisation qui sont implémentables rapidement avec Power Platform, Power Automate, Power BI et autres. Le suivi des réclamations, workflow et retour produit, remontée automatique des gratifications et des primes, workflow de demande de prise en charge médicale, processus de gestion des plaintes, gestion des formations, demande de remboursement de frais, gestion des congés, automatisation de l'évaluation des performances du personnel, digitalisation des processus de validation de notes de frais. Vous voyez, et cette liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, au final, ce que je veux faire ressortir avec ça, c'est que il faudrait que vous essayiez, de votre côté, de réfléchir. Quels sont les processus et quels sont les workflows
que je veux automatiser. D'accord? Quels sont les processus et quels sont les workflows que je veux automatiser? Une fois que cela a été noté, maintenant, il est juste question de se rapprocher des équipes IT pour voir comment tout cela peut être implémenté. Mais là, en fait, c'est juste une liste avec quelques exemples, juste pour vous aider à, à voir de quoi est capable, quel est le potentiel de la Power Platform. On pourra passer aux questions. Allô, bonjour. Bonsoir à tous. Oui, je suis Bonsoir. Yolande Gaïdé. Donc, nous actuellement, nous utilisons la plateforme Power Platform. Nous avons dématérialisé plusieurs processus de validation, mais nous faisons face à un certain nombre de problèmes, notamment les problèmes de performance. Il y a certains workflows qui sont vraiment lourds. Ils sont vraiment lourds, donc parfois on se dit que c'est la connexion Internet, mais même pour les zones où la connexion Internet est plutôt rapide, comme au siège, on a des temps de réponse vraiment lents. Donc, ma question est de savoir euh, déjà comment est-ce qu'on peut faire pour identifier les sources de ces problèmes de performance. Est-ce que le centre d'excellence peut nous aider? Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser nos workflows? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur les sources de données. Donc, dans nos workflows, nous utilisons effectivement Power Apps pour l'application. Comme source de données, nous utilisons les listes SharePoint. Mais on a des problèmes, on fait face à un problème de gestion de volumétrie. Donc, lorsqu'on passe déjà à 5000 enregistrements, en général, on a des erreurs d'affichage. C'est vrai que au niveau de Microsoft, il est dit qu'à partir de 5000, on pourrait avoir des erreurs, mais c'est vraiment lourd. Donc, je veux savoir quelles sont les solutions, quelles solutions on peut envisager vraiment pour résoudre le problème à fond, parce que à chaque fois, il faut aller revenir sur les workflows pour essayer de corriger la façon dont les index ont été montés. Donc, et c'est vraiment lourd parce que très vite, on atteint une certaine volumétrie qui nous génère des erreurs. Donc, ça, c'est pour les listes SharePoint. La deuxième question pour les listes SharePoint, c'est le problème de sécurité. Donc, on s'est rendu compte que une liste SharePoint, quand on l'a définie, on peut y accéder par Power Apps et on peut y accéder également par Power Query, en fait, par Access également. Les sécurités qu'on applique sur la liste SharePoint sont restreintes à la visualisation de Microsoft List. Quand on sort de Microsoft List, quelqu'un qui n'a pas les droits à cette liste peut la visualiser hors du workflow, par exemple. Peut la visualiser par Power Query, peut visualiser la liste par Microsoft Access. Ça pose un réel problème de confidentialité pour certaines listes qui sont assez sensibles, certaines données. Donc, voilà un peu mes trois questions. Donc, Okay. merci de m'avoir passé la parole. D'accord. OK. Déjà, pour répondre à votre première question sur le problème de performance, lors du développement de votre application ou alors de votre workflow Power Apps, il y a un certain nombre de bonnes pratiques que vous êtes censé respecter. Nous, de notre côté, c'est qu'on a conçu des solutions qui nous permettent de faire ce qu'on appelle le code review. Est-ce que le code qui est derrière cette application-ci fonctionne correctement? Est-ce que à la place du update if, on a utilisé une autre fonction? D'accord? Au niveau du code, voilà déjà ce qui peut nous permettre d'améliorer la performance de Power Apps. Autre chose, est-ce qu'au niveau des contrôles par écran, la limitation de 300 a été respectée? Autre chose encore, toujours au niveau de la performance des applications, est-ce qu'on charge les données directement au départ? Est-ce qu'on interroge toujours les bases de données? Ou alors est-ce qu'on a créé une collection de tampons
pour charger directement notre volume de données au départ et ne plus interagir avec la base de données. Parce que c'est aussi ça le problème. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas une bonne connexion Internet et que à chaque fois qu'une opération est effectuée, vous faites un appel à la base de données. Là, ça ralentit, ça consomme la bande passante. Alors, si vous avez chargé votre base de données, que ce soit à travers un flux Power Automate ou une collection, là, on a déjà des améliorations en termes de performance. Il y a autre chose aussi que beaucoup de personnes ne savent pas, ce sont les formules nommées. Lors de la construction des applications à travers Power Apps, il y a des variables qui sont définies. Beaucoup de variables sont définies. Mais est-ce que les équipes IT ont pris la peine de définir certaines variables comme formule nommée? Parce que la formule nommée a ceci de particulier qu'elle interroge sur la base de données. D'accord? C'est pourquoi, lors de ma présentation, je viens insister sur la formation et sur les bonnes pratiques. C'est bien de déployer la solution Power Apps, mais c'est encore mieux de respecter les bonnes pratiques. Parce que sinon, on arrive à des problèmes, comme vous l'avez soulevé, de lourdeur et de lenteur. Ça, c'est en ce qui concerne la performance. Autre chose, ce sont les listes SharePoint en termes de délégation. Il y a des voies de contournement. Mais il est clair que selon la documentation, Microsoft dit que au-delà de 5000, vous commencez à avoir des problèmes de delegation warning. Alors, techniquement, il est possible de contourner tout cela. C'est-à-dire, il y a des fonctions delegables dans SharePoint, il y a des fonctions delegables dans Database, mais pour les fonctions qui ne sont pas delegables, lorsque je fais un filtre, par exemple, est-ce que dans ma recherche, j'utilise un start with pour pouvoir échapper à la délégation ou pas? Sinon, après, le résultat de ma recherche n'est pas correct. Donc ça, en fait, ce sont des petits mécanismes qui nous permettent d'échapper à la délégation. Mais il est clair que lorsqu'on atteint des volumétries de 10 000, 15 000, forcément, la meilleure solution, c'est de se retourner vers Dataverse. Maintenant, vous avez évoqué comme autre question le problème de sécurité. Oui, sécurité des listes SharePoint. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous dans la mesure où SharePoint en termes de sécurité est un peu limité. C'est pourquoi pour des applications de l'ampleur du département, de l'organisation tout entière, il est recommandé d'utiliser Dataverse pour son niveau de sécurité. Parce qu'à travers Dataverse, on peut avoir des environnements managés, on peut gérer facilement les accès, on peut faire plein de choses derrière. Donc, ce que je vous recommande, c'est pour des applications qui sont de l'ordre de l'organisation tout entière et dépendamment du nombre d'utilisateurs qui y aura derrière, de regarder directement la solution Dataverse. D'accord? Maintenant, pour les applications qui sont de l'ordre d'un petit département ou alors juste des métiers, quelques personnes, il est plus important d'utiliser les listes SharePoint parce que la Dataverse, c'est pas, on va pas acheter des licences premium juste pour quelques personnes, d'accord? Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment lors de la phase de démarrage, lors de la phase de cadrage, comment est-ce que vous évaluez la volumétrie de votre application, quel est le nombre d'utilisateurs qu'il y aura derrière, quelle est la sensibilité des données qu'il y aura derrière. En fonction de ça, on peut le gérer. Maintenant, c'est vrai que le centre d'excellence peut nous aider à gérer tout cela. Il y a ce qu'on appelle dans le centre d'excellence le Data Loss Prevention. Maintenant, techniquement, pour l'installer ou le déployer, vous aurez forcément besoin d'une maîtrise technique pour le déployer dans votre environnement et pour gérer les problèmes de sécurité. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous avez largement répondu à mes questions.
Maintenant, Super. je vais revenir sur les propositions de solutions que vous avez évoquées pour la performance. Vous avez parlé du code review et vous avez parlé des bonnes pratiques. Est-ce que c'est possible que vous partagez avec nous ces bonnes pratiques-là? Je ne sais pas s'il y a un document qui précise quelles sont les bonnes pratiques à respecter lorsqu'on code des applications Power Apps pour éviter les problèmes de performance. Et ce code review-là dont vous parlez, est-ce que c'est un code review qui est propre à ST Digital ou bien c'est un produit Microsoft? En ce qui concerne la documentation et les bonnes pratiques, vous pouvez retrouver cela sur le site internet de Microsoft. Maintenant, pour tout ce qui est code review, architecture review, ça ce sont des solutions propres à ST Digital. D'accord? Lorsqu'on est en mission chez un client, on déploie ces solutions-là. Avant de déployer une application en production, ces applications doivent passer par toutes ces solutions-là. Donc, le code review, architecture review et autres, ça sont des solutions propres à ST Digital. OK, d'accord, merci. Est-ce que vous pouvez partager quand même le lien des bonnes pratiques avec nous, s'il vous plaît? OK. OK, merci beaucoup. Verte. Donc là, en face, nous avons une application de demande de sortie développée avec Power Apps. Vous remarquez déjà qu'en termes de design, le design a vraiment évolué dépendamment différemment de l'application Power Apps qu'on faisait il y a de cela 4 ans, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, les contrôles ont évolué, et il y a ce qu'on appelle le, un travail de UX design qui a été fait derrière. Parce que de notre côté ST Digital, pour, pour mettre en production une application, il faut bien que l'on ait travaillé sur la partie expérience utilisateur et aussi sur la partie fonctionnalité. Donc, et cette application-ci, comme je vous l'ai montré lors de ma présentation, elle est disponible aussi sur téléphone. C'est-à-dire un employé qui veut faire une demande de sortie peut utiliser son téléphone et demander une nouvelle et générer une nouvelle demande de sortie. D'accord? Bon, là, je vous explique rapidement comment ça marche. Alors, on va cliquer sur nouvelle demande de sortie. Lorsque l'on clique sur nouvelle demande de sortie, on a ce pop-up-ci qui s'affiche. D'accord? Euh, Ici, on a les différentes étapes. Tout d'abord, on a la création de la demande. L'utilisateur peut remplir la date du début. Il peut choisir l'heure du début de la demande de sortie. Disons 18 heures, 18h00. Quelle est la durée prévue? Là, c'est 1 heure, 1h00. Et ensuite, l'utilisateur entre le motif. On va dire ici présentation. Power Apps. Ensuite, on valide. Une fois que l'utilisateur a validé sa demande de sortie, le N+1 ou alors le N+2, dépendamment de quel est votre processus en entreprise, est notifié. D'accord? Là, on va rapidement regarder la boîte email. Question de vérifier si c'est OK. OK. Là, on remarque bien qu'une demande de sortie a été générée par cet utilisateur à 17h02. Là, c'est juste un test, d'accord? C'est pourquoi là, je me suis configuré moi-même comme étant N+1. Et dans le mail qui est envoyé en principe au N+1 ou N+2, on a les informations relatives à la demande de sortie, c'est-à-dire le nom de la personne qui a soumis la demande, la date de début, la durée prévue et le motif. D'accord? Là, c'est lorsque la demande a été créée.
Ce mail peut être customisé, d'accord? C'est-à-dire, on peut avoir un autre template pour le rendre un peu plus UI friendly, d'accord? Et autre chose, en dehors du mail, ce qu'on pourrait aussi avoir, c'est la génération des notifications, des notifications Teams. Une fois que la demande est partie, l'utilisateur pourra vérifier toutes ces demandes ici. C'est-à-dire quelles sont les demandes qui ont été acceptées, quelles sont les demandes qui ont été rejetées, et ensuite, il a les différents statuts de ces demandes. Si on clique par exemple sur la demande qui vient d'être créée, moi étant configuré comme propre manager, j'ai la possibilité d'approuver cette demande ou de la rejeter. Quand je l'approuve, l'utilisateur va recevoir une notification que votre demande de sortie a été approuvée. Sinon, votre demande de sortie a été rejetée. D'accord? Si je clique par exemple là sur approuver et je fais OK, on voit bien que cette demande de sortie a pour statut maintenant approuvé. D'accord? Et derrière, on peut construire tout un ensemble de statistiques derrière qui sera utile au département RH pour savoir quelle est la fréquence de sortie, est-ce que la sortie c'était pour un besoin professionnel ou alors c'était une sortie TOCO, d'accord? Donc, voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec la Power Platform. OK, je pense que j'ai fait le tour de ma démo. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bonjour. Je m'appelle Wara Swami Lumartin. Je suis gabonais, ingénieur logiciel. Donc, je voulais savoir, lorsque vous avez fait la démo, vous avez montré certains cas d'utilisation de l'application. Mais concrètement, parmi les outils que vous avez utilisés, parmi les outils que vous avez présentés dans la Power Platform, vous avez utilisé quel outil pour créer, par exemple, cette application-là? Allô? Je ne sais pas. Allô? OK. On s'est basé, en fait, comme je l'ai présenté tout à l'heure, pour créer une application. C'est pas Apps qu'on utilise, d'accord? Donc, c'est pas Apps qui a été utilisé pour créer cette application-ci. Bon, juste à ajouter encore, mais ici, par exemple, on a utilisé Power Apps. Je pense que ça aurait été mieux de nous montrer aussi comment, par exemple, utiliser, par exemple, les données générées par l'application dans, par exemple, Power BI ou bien dans les autres, en fait, outils de la plateforme Power Microsoft. Puisque au final, c'est nous montrer, en fait, les outils en question. Je ne sais pas. Bon, ça, c'est plus en termes de perspective. OK. En fait, l'idée de la présentation, justement, c'était pour vous présenter les nouveautés et vous familiariser un peu avec la Power Platform. D'accord? L'objectif, la finalité à terme, c'est que toute entreprise ou toute organisation ayant des licences Microsoft doit en fait les utiliser normalement. D'accord? C'est-à-dire savoir que, OK, je peux développer telle application grâce à Power Apps, je peux faire mes workflows grâce à Power BI, je peux gérer ma donnée grâce à... Je peux déployer mes workflows grâce à Power Automate et gérer ma donnée grâce à Power BI. Maintenant, techniquement, comment est-ce qu'on réalise ça? C'est pas en fait la finalité du webinaire. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou alors d'une formation sur comment est-ce que tous ces outils-là s'intègrent et fonctionnent ensemble, vous pouvez nous contacter, vous pouvez toujours nous contacter à info@st.digital. info@st.digital. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci Donald, merci à tous. Je pense qu'il n'y a plus de questions.
Merci à nos participants d'avoir participé à ce webinaire. Vous avez le lien. Je l'ai déjà dit sur le chat. Vous recevrez le replay de ce webinaire dès qu'il sera disponible sur notre page YouTube. Et sur le chat, vous trouverez le lien de notre page YouTube pour les précédents webinaires qu'on a eu à faire. Vous retrouverez tous les replays dessus. Et ST Digital reste toujours disponible sur info@st.digital pour tout déploiement de solutions, que ce soit par plateforme ou d'autres solutions. ST Digital reste disponible pour les déploiements de solutions bien sécurisées pour votre société, des accompagnements en formation pour une meilleure maîtrise de la solution et également vous accompagner à mieux sécuriser vos applications, vos solutions. Je vous souhaite à tous une bonne suite de journée et on se donne rendez-vous le vendredi prochain pour un nouveau thème. Merci à tous et bon week-end. Merci. Merci, bon week-end. Merci, bon week-end. Bon week-end. Merci.